Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. Nous sommes 4 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. La quasi-totalité du territoire ukrainien est touchée par l'offensive militaire lancée par Vladimir Poutine. Les bombardements et attaques continuent. Plusieurs questions. Quel regard sur ce qui s'y passe? Quel impact sur le continent? Que retenir comme vérité dans cette guerre de communication que se livrent les différentes parties? Décryptage avec le professeur Ouseni Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, par ailleurs directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Autre sujet abordé dans ce JDS, Bazoulé, il faut sauver la mare au crocodile sacré, la survie de ces sauriens est hypothéquée pour cause, la mare tarie, les reptiles sont menacés et par ricochet les populations du village. Un excellent reportage à suivre dans cette édition du journal du dimanche soir. Et pour rester fidèle à ce que nous avons comme leitmotiv pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir, plusieurs autres sujets seront abordés. Sport, 16e journée phase retour de la Ligue 1 Lonabé avec un certain Sonabel et Salitas. Vous aurez donc droit aux images de cette confrontation. On va aussi parler de football féminin, notamment avec Marguerite Karama, qui est présidente d'honneur des princesses. On parlera culture dans ce JDS avec un film très intéressant à voir sur le cours de 22h, toujours sur True TV. Et donc, restez fidèles au déroulé de cette session JDS, journal du dimanche soir, qui a pour leitmotiv d'aborder l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. Et voilà pourquoi nous commençons par l'actualité politique. Nous l'annoncions donc en titre, les pays occidentaux ont adopté de la nuit d'hier à aujourd'hui de nouvelles sanctions contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine en décidant d'exclure les banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT qui est un rouage essentiel, faut le dire, de la finance mondiale. Bruxelles veut paralyser les actifs de la banque centrale russe et l'armée russe, elle, continue son offensive à Kiev, mais aussi dans le reste du pays. Elle fait une percée à Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne. L'Ukraine, qu'il faut-il le rappeler, est un pays de 44 millions d'habitants situé entre l'Europe et la Russie, qui est une ancienne république soviétique devenue indépendante en 1991. Si une grande partie du pays est plutôt pro-occidental, la partie orientale de l'Ukraine est majoritairement russophone et se sent proche de Moscou. Plusieurs questions se posent depuis la décision de la Russie d'attaquer l'Ukraine. Que se passe-t-il vraiment? Quelle est l'origine du conflit? Beaucoup de questions que nous nous sommes posées. Et nous l'abordons avec un invité en la personne du professeur Ouseni Ili. Il est enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Il est aussi directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Bonsoir professeur et merci d'être là. Merci beaucoup. C'est un bonheur pour vous de vous recevoir parce que avec votre éclairage, on parvient à mieux voir dans ces actualités-là que nous suivons. La première grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer là en Ukraine? Alors, merci beaucoup. Je pense que ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est beaucoup plus une guerre, j'allais dire, de géostratégie, de géopolitique, que d'autres. Parce que il y a des raisons effectivement officielles qui ont été avancées par la Russie pour expliquer cette invasion, parmi lesquelles, d'après elle, qu'il y aurait un génocide qui est perpétré par l'Ukraine vis-à-vis des populations russophones dans la région de Donbass, qui est la région indépendantiste qui a proclamé son indépendance il y a quelques années, indépendance reconnue par la Russie il y a quelques jours. Ça, c'est la raison immédiate, mais la raison réelle, c'est effectivement cette raison que je qualifie de géopolitique, de géostratégie, parce que la Russie, depuis Poutine, tente de reconquérir sa place de grande puissance mondiale qu'elle avait perdue suite à l'effondrement de l'ex-URSS dans les années 90. Et de ce point de vue, pour Moscou, il y a une zone d'influence qui est essentiellement, qui couvre essentiellement les pays de l'ex-Union soviétique et la Russie avait vu depuis un certain temps
que cet espace-là était de plus en plus occupé par les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis notamment, et que cela l'isolait de plus en plus, menaçait sa sécurité d'après elle. Et donc il fallait, pour la Russie, qui a recouvré plus ou moins sa puissance d'antan, de marquer le point, c'est-à-dire marquer la ligne rouge qu'elle n'accepterait pas, c'est-à-dire que c'est l'extension indéfinie de l'OTAN, de l'Union européenne jusqu'à ses portes, l'Ukraine étant la dernière, puisque l'OTAN, au fil du temps, a conquis pratiquement tous les pays de l'Europe de l'Est, et donc la Russie se sentait beaucoup menacée, et donc il fallait engager cette guerre-là pour prouver qu'elle est là et qu'elle se fait respecter, et elle ne veut pas transiger sur cette question-là. Quand on vous écoute, on a comme l'impression que le jeu se fait sans l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui dépassent l'Ukraine, il y a des enjeux qui dépassent l'Ukraine, parce que vous parlez de grande puissance et d'arrangement à un moment donné. Oui, effectivement, quand on repart dans l'histoire, c'est qu'effectivement, au moment de l'accession de l'Ukraine à l'indépendance, dans les années 90, suite à l'éclatement de l'URSS, d'après les Russes, il avait été promis à la Russie, qui est en réalité le successeur de l'ex-URSS. La Russie se réclame être le successeur de l'ex-Union soviétique. Et donc, il avait été fait comme promesse à elle que les Occidentaux n'allaient pas étendre leur influence dans ces pays de l'Europe de l'Est, notamment les pays de l'ex-Union soviétique. Et donc, pour la Russie, cela n'a pas été respecté. Et en fait, le fond du problème, c'est quoi? C'est que la Russie considère cette zone-là comme étant sa zone naturelle d'influence, mais également nécessaire à sa protection. Parce que vous savez, cette méfiance-là existe toujours entre ces grandes puissances-là. Et donc, pour la Russie, voir l'OTAN à ses portes constitue une menace. Parce qu'on ne sait jamais, en cas de guerre, entre la Russie et ses grandes puissances européennes ou américaines, cela voudrait dire que la Russie est à portée de main et qu'elle pourrait être facilement défaite. Et donc, de ce point de vue, elle tient à garder les Occidentaux hors de ses frontières. Et malheureusement, effectivement, l'Ukraine est, j'allais dire, en tout cas, prise en otage entre cette guerre d'influence-là. Mais il faut dire également que l'Ukraine aussi a voulu, à un moment donné, jouer le jeu des Occidentaux, c'est-à-dire donc, bien sûr pour des raisons stratégiques, parce que l'Ukraine aussi ne tient pas à être dominée par la Russie, parce que c'est vrai que c'est une petite puissance, mais quand même c'est une nation aussi qui veut son indépendance, et pour elle, un des moyens d'assurer cette indépendance-là, c'est de se lier aux Occidentaux pour se protéger donc de cette emprise russe. Et donc, de ce point de vue, l'Ukraine est, entre guillemets, prise au piège, mais elle a, à un moment donné également, joué le jeu en voulant se rallier plutôt du côté occidental. On voit que c'est jeudi dernier que le président russe, au petit matin, décide d'attaquer l'Ukraine. Alors qu'on sait qu'avant, il y a le Donbass dont vous parliez, il y a la Crimée. On sent que dans les terres même ukrainiennes, il y a eu, comme on dit, des volontés séparatistes, soutenues notamment par la Russie. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur pour que jeudi, on ait cette invasion-là? Lorsqu'on sait que depuis 2013, il y avait un premier président qui avait fui, qui est parti en Russie, qui était un peu pro-russe. Après 2019, celui qui a des problèmes aujourd'hui, qui est arrivé en 2019, lui, il était vraiment pro-Occident. Mais qu'est-ce qui a déclenché les choses pour que jeudi, on ait un président russe qui décide d'aller aussi loin? En tout cas, la raison immédiate, c'est comme je vous l'ai dit, cette, en tout cas, supposé ou en tout cas réel génocide qui serait en train d'être commis dans le Donbass, puisque si vous vous rappelez, le 21 février dernier, la Russie a reconnu l'indépendance de cette région-là, qu'elle n'avait pas faite depuis, puisque cette région s'est déclarée indépendante depuis 2014, mais la Russie n'a jamais reconnu, contrairement au Crimée. Et depuis le 21 février, la Russie a reconnu l'indépendance de ce territoire-là, et il semblerait, du point de vue de Moscou, que l'armée ukrainienne est en train de commettre un génocide sur la population russophone dans ce territoire-là. Donc ça, c'est la raison officielle qui a été invoquée pour cette agression, cette intervention immédiate. Mais comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est beaucoup plus une guerre de positionnement, puisque toutes les garanties qui avaient été offertes plus ou moins à la Russie
par les Occidentaux de ne pas étendre leur influence dans les ex-pays de l'Union soviétique n'ont pas été respectées. Et donc, cette guerre était pratiquement inéluctable parce que la Russie se disait que si elle ne fait pas cette intervention pour marquer le point, la prochaine étape, c'est que les Occidentaux vont faire cette extension de l'OTAN vers l'Ukraine. Donc, il fallait, du point de vue de Moscou, faire cette intervention pour marquer que la Russie est là et qu'elle est prête à défendre ses intérêts. Et justement, cela montrerait qu'elle est une grande puissance aujourd'hui et qu'elle peut tenir tête face aux autres puissances dans la défense de ses intérêts. Et ce qu'on remarque, c'est une escalade de la violence en tout cas. Et puis, il y a beaucoup qui craignent aujourd'hui une troisième guerre mondiale parce que lorsqu'ils les regardent, c'est les grands blocs qui s'affrontaient à un moment donné. Et puis, on a aussi les joutes verbales qui vont avec. Il y a le président russe qui met en garde, il y a celui français ou américain qui condamne et en même temps qui dit on va envoyer des armes. Est-ce qu'il faut craindre qu'on vire vers un passé si noir? Oui, c'est probable, mais pour l'instant en tout cas, on semble être plus ou moins loin, parce que si vous avez vu que les Occidentaux, Europe et États-Unis, n'ont pas voulu s'engager dans une guerre militaire contre la Russie dans ce problème-là. Donc, ils se sont beaucoup plus limités aux sanctions économiques. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on a évité la guerre mondiale. Et cela s'explique, parce que vous savez que la Russie est une puissance nucléaire. C'est également une puissance militaire assez importante. Et de ce point de vue-là, les Occidentaux savent qu'en s'engageant dans une guerre ouverte et directe avec la Russie, les conséquences vont être très, 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 très dangereuses pour eux, et pour la Russie et pour le reste du monde. Donc je pense qu'en faisant le point, cela, compte tenu justement de l'arme nucléaire que détient la Russie, a probablement pesé dans l'attitude des Occidentaux de ne pas engager une guerre ouverte, d'une guerre directe. Et pour l'instant, je pense que il est très peu probable qu'on aille à une troisième guerre mondiale, mais tout dépendra de l'attitude de la Russie. Si la Russie va dans une attitude de conquête et d'annexion de l'Ukraine, ça pourrait évoluer vers d'autres. Ce conflit-là peut prendre une autre escalade, mais pour l'instant, la Russie n'a pas dit qu'elle veut occuper l'Ukraine. Elle a dit simplement que c'est une opération de démilitarisation. Et donc, une fois que cela sera terminé, certainement qu'elle va se retirer. C'est surtout cette question-là de champs sémantiques là, sur lesquels, quelquefois, on est un peu perdu. Démilitarisé. Alors qu'on est en train de se rendre compte que c'est toute l'Ukraine qui est en train d'être attaquée. Et pour certains, on parle d'invasion. Quelle est la limite de quoi? C'est démilitariser et revenir sur ses bases en Russie. Et de quoi il s'agit? Non, en fait, démilitariser, c'est désarmer. Si vous voulez, la Russie veut tenir l'Ukraine en respect. C'est-à-dire qu'elle veut détruire toutes les grandes armes, en tout cas tout l'arsenal menaçant que ce pays-là a. C'est juste une opération de désarmement. Donc, avoir un pays qui menacerait pas de manière directe la sécurité russe. Donc cette opération de démilitarisation, de mon point de vue, ça s'entend simplement que la Russie veut montrer que dans le rapport de force entre elle et l'Ukraine, c'est elle qui domine et donc les Ukrainiens ont intérêt à se tenir tranquilles et à jouer plus ou moins les jeux des intérêts russes plutôt que de céder aux Occidentaux. D'accord. Je rappelle aussi que vous êtes directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Je le rappelle parce que la question que je vais poser maintenant est un peu en lien. On sait que lorsqu'on parle de l'Ukraine, il y a un bon potentiel en termes de production de blé et tout. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Faut-il craindre des conséquences, notamment pour le continent africain? Naturellement, puisque effectivement, quand on regarde ces deux pays, ce sont deux pays agricoles très important. La Russie, premier producteur, premier exportatrice donc de blé. L'Ukraine également, un très grand pays producteur de blé. Et donc, comme vous savez, le blé entre dans la fabrication de beaucoup de biens de première nécessité, comme le pain, les pâtes, etc. Et donc, depuis que cette guerre a été déclenchée, on a vu qu'il y a une flambée des prix du blé. Et de ce point de vue, si la guerre perdure, naturellement, ça va avoir un impact sur tout le monde entier, y compris l'Afrique, dans le domaine de ces biens-là. Et il y a également les produits pétroliers, puisque ce sont deux pays également, surtout la Russie,
producteur de pétrole. Et là également, on a vu que le conflit a eu des conséquences immédiates sur le prix du pétrole. Et naturellement, nous sommes un pays la plupart des pays africains sont importateurs de pétrole, de produits pétroliers. Et donc, naturellement, cela va affecter directement ces pays-là. Et il y a aussi cette réalité-là, c'est que très souvent, lorsque nous avons des conflits chez nous, il y a donc les diplomaties internationales qui s'invitent dans des avis, dans des condamnations, dans un certain nombre d'éléments. Mais, à contrario, sur ce chapitre-là, on a l'impression, peut-être qu'on a eu une sortie d'un président de l'Union africaine en exercice, je pense que c'est le Sénégalais, mais sans plus. On a l'impression qu'on est beaucoup observateurs. Pourquoi souvent on a cette posture-là? Alors, naturellement, c'est une question de puissance. C'est une question de puissance. Quand vous regardez les acteurs en jeu, et notamment le principal, la Russie, c'est une puissance mondiale. Et donc, les Africains ne peuvent pas peser véritablement sur ce type de conflit-là. Parce que si les Occidentaux, États-Unis, France et autres n'ont pas pu faire reculer la Russie, naturellement, ce n'est pas les pays africains. Donc, les pays africains peuvent se contenter d'une condamnation de principe, mais ici, ce qui est en jeu, ça va au-delà du droit, ça va au-delà de la diplomatie. C'est une puissance qui a décidé de s'affirmer. Et comme vous le savez, ces puissances-là, quand elles décident de s'affirmer, le droit international, la diplomatie, sont mises de côté. Et en réalité, ce qui décide maintenant, c'est les rapports de force. Et aujourd'hui, dans ce type de conflit, les pays africains, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose. Mais il y a la question des leçons. Et c'est pour moi ce qui est très important aussi. Quand on regarde le cas de l'Ukraine, c'est difficile de ne pas comparer cela à beaucoup de pays que nous sommes, qui sont des précarés aussi, quoi qu'on dise, de certaines puissances. L'Ukraine, on a l'impression que la Russie est en train de démontrer ici et maintenant que même si ce n'est pas sa propriété, mais elle doit respecter un certain nombre d'éléments qui sont de l'ordre de ce qui dépasse l'Ukraine en termes de décision. Et c'est ce que la Russie est en train d'exprimer. On se rappelle par exemple du cas malien à côté où on a revendiqué très souvent aussi l'indépendance et donc par ricochet le droit de décider de commercer avec qui on veut, coopérer avec qui on veut militairement. Alors que très souvent on nous parle quelquefois d'accords cachés, d'accords ceci et cela. Est-ce qu'il n'y a pas de parallèle à faire? Naturellement, et c'est là vous mettez le doigt effectivement sur l'une des implications assez inquiétantes de ce conflit-là, parce que de mon point de vue, effectivement, ce conflit-là, malheureusement, vient encore une fois déstabiliser les fondements des relations internationales tels qu'ils ont été conçus après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des relations internationales basées sur le respect des souverainetés, le respect des indépendances des uns et des autres, le règlement pacifique des différends. Et donc aujourd'hui, ce type de conflit-là remet totalement en cause ces principes-là qui ont gouverné les relations internationales depuis 1945 à nos jours. Et ça, c'est très inquiétant parce que cela voudrait dire effectivement que si on est puissant, on peut décider d'envahir un pays, de l'occuper, voire de l'annexer. Et là, on retournait carrément au 19e, 18e siècle. Et c'est très, très dangereux pour les petits pays, entre guillemets, puisque on a vu que si c'est les grandes puissances, les puissances nucléaires qui vous attaquent, il n'y a pratiquement personne pour vous protéger. Si c'était un petit pays ou un pays non nucléaire qui avait attaqué l'Ukraine, on aurait vu que la réaction allait être différente. On a vu que dans les années 90, quand l'Irak a essayé d'occuper le Koweït, la réaction de l'ONU et les grandes puissances a été immédiate et l'Irak s'est retiré. Mais malheureusement, face aux grandes puissances, et principalement les 5 grandes puissances que sont la Russie, la France, l'Angleterre, les États-Unis et la Chine, lorsque ces pays-là décident d'attaquer, d'occuper un pays, malheureusement, il n'y a aucune solution. Et cette guerre-là vient montrer que c'est très dangereux et ça peut avoir effectivement ça peut aiguiser d'autres appétits malheureusement. Quand on pense par exemple à la Chine et à Taïwan, si la Russie a pu attaquer l'Ukraine, a pu d'abord annexer la Crimée il y a 5-6 ans sans problème, envahir aujourd'hui l'Ukraine, les Chinois peuvent se dire que pourquoi pas récupérer leur Taïwan, puisqu'ils considèrent que Taïwan... Et personne ne peut donner la leçon. C'est ça malheureusement, face à ces pays. Donc, face à ces pays, pratiquement, on ne peut rien faire. Il pourrait y avoir une solution. Naturellement, si toutes les grandes puissances, ou si tout le monde entier s'unit, il n'y a pas un seul pays qui peut faire face. Si aujourd'hui toutes les grandes puissances se mettaient ensemble,
quand même, malgré la puissance de la Russie, elle ne peut pas faire face aux États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine réunies. C'est pas possible. Mais malheureusement, cette union-là n'existe pas. Et les petits pays sont laissés à eux-mêmes. Et le droit international n'existe que pour eux. Pour les grandes puissances, malheureusement, ça n'existe pas. Et ça ne présage pas d'un bon avenir pour les relations internationales. D'accord, merci bien, professeur Ousseni Ili. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara et directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Merci d'avoir éclairé notre lanterne sur ce conflit-là. Je vous en prie. Voilà, on va nous poursuivre ce JDS, journal du dimanche soir. On reste toujours en politique pour rappeler que, et ça on revient donc au Burkina Faso, pour rappeler que les forces vives du Burkina sont en rendez-vous donc demain, lundi 28 février 2022 à Ouagadougou pour examiner adopter la charte de la transition et investir le président du Faso. Moi, je mets une halte ici parce que celui que j'ai sur ce plateau, il a travaillé, n'est-ce pas, sur le projet de charte. Donc, une question, ça ne va pas vous engager outre mesure. Ouais. Ça s'est passé de fort belle manière, il n'y a pas eu de pression. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Le décret qui nous créait disait qu'on est indépendant. On a travaillé en toute indépendance et sans pression aucune. Et les débats étaient vifs, souvent tendu, mais avec dans la courtoisie et en toute vraiment d'indépendance d'esprit. Et d'ailleurs, ça se reflète dans les travaux que tout le monde aura l'occasion de voir. D'accord. Et on va dire lesquelles conclusions ont été déjà portées sur la place publique. Et puis, c'est ce qui va faire l'objet de discussions sous la houlette, il faut le préciser, du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Et donc, en prélude à ces assises qui débutent donc demain, qui se tiennent demain, le lieutenant-colonel Daba Naon a hier samedi animé une conférence de presse au cours de laquelle il a réagi aussi sur la situation sécuritaire. Lundi 28 février 2022, c'est la date choisie par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR pour la tenue des assises nationales, 72 heures après avoir reçu les conclusions des travaux de la commission technique indépendante chargée de proposer des projets de texte et un agenda de la transition. La tenue de ces assises nationales va permettre l'adoption des textes de la transition ainsi que l'investiture du président de la transition. Ces assises nationales sont prévues pour se tenir le lundi 28 février 2022 à la salle de conférence internationale de Ouaga 2000 à partir de 8h00. Les travaux des assises consisteront à l'examen et à l'adoption de la charte de la transition, l'examen et l'adoption de l'agenda de la transition, l'examen et l'adoption de la charte de valeurs, la désignation du président de la transition et son investiture. Ce processus consensuel de validation voulu par le président du Faso s'inscrit dans la logique de prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple et d'impliquer tous les acteurs du processus. Ces assises nationales sont le fruit de la réflexion et de la contribution des forces vives afin de permettre au Burkina Faso de fonctionner avec la formation d'un gouvernement. Nous sommes à plus d'un mois sans les organes qui permettent à un pays de fonctionner. Et depuis donc le 24 janvier, c'est vrai, les secrétaires généraux des départements ministériels ont instruction ferme du chef de l'État d'expédier les affaires courantes. Mais le Burkina Faso a besoin d'un gouvernement et des organes pour pouvoir aller de l'avant. Pour ce qui est du choix du président de la transition qui sera investi, le MPSR a été on ne peut plus clair. Dans le principe, en prenant en compte tous les travaux qui ont été faits par la commission technique indépendante, il est apparu qu'un président de transition est différent du président qui a prêté serment le 16 février. Mais il n'est pas différent dans la réflexion qui a été faite par la commission technique. Il faut de la forme dans les réflexions qui ont été menées. Et donc, non, le président de la transition n'est pas différent du président du MPSR. En ce qui concerne la situation sécuritaire, le MPSR annonce qu'il s'agit d'un processus qui pourrait s'étendre sur 2 années.
l'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 ne signifie pas la fin du terrorisme le 25 janvier 2022. Ceux qui mettent en œuvre directement et qui sont impliqués sur le terrain tous les jours, ils ont été consultés pour nous dire, lors des 2 semaines de travaux, combien de temps pensez-vous que la mission de lutte contre le terrorisme pour permettre un retour progressif des personnes déplacées internes, combien de temps l'évaluerez-vous? Ils nous ont dit qu'il faut environ 2 ans. Et selon nous, 2 ans n'est pas une durée figée. 2 ans requiert un certain nombre de préalables. La tenue de ces assises nationales vise à recueillir les recommandations des forces vives et à valider le document final qui servira de boussole aux actions à entreprendre pour conduire le Burkina Faso vers des élections libres et transparentes. À présent, nous allons aborder une autre rubrique dans ce journal du dimanche au soir, et ça sera la rubrique Société. Nous l'avons d'ailleurs annoncé en titre. Nous irons à Bazoulé, village de la commune rurale de Tanguindasouri, dans la province du Kadiogo, région du centre. Population et reptiles cohabitent en toute symbiose en ce lieu. Et les sauriens, comme on les appelle, sont sacrés. Les populations les vénèrent et leur font donc des offrandes. Et quand ils meurent, ils sont même inhumés comme des êtres humains. Mais seulement, depuis un certain temps, la survie de ces crocodiles est vraiment hypothéquée. Et pour cause, la mare tarie, les reptiles donc sont menacés par ricochet les populations aussi du village. Nous y avons fait un tour et nous vous proposons ce constat fait par Maxime Jean-E de Bambara. Bazoulé, village situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou dans la commune de Tanguindasouri à la sortie ouest de la capitale. Un village renommé pour sa mare aux crocodiles sacrés. Hélas, la renommée de Bazoulé se dégrade d'année en année à l'image de sa mare qui ne l'est plus que de nom. Ce site touristique qui faisait la fierté du village a perdu de son charme, de son attractivité. Bazoulé va mal et sa mare aux crocodiles sacrés réduite à sa plus simple expression. Donc il faut sauver la mare de Bazoulé. Sinon, actuellement là, en vivant, il y a beaucoup de difficultés. Voilà, il n'y a pas de l'eau. Donc les crocodiles aussi qui sont là, ils sont en train de souffrir. Pour la délimitation de la mare, normalement on a plus de 45 hectares. Sinon actuellement, on peut dire que ça ne vaut même pas un demi-hectare qu'on a de l'eau actuellement. La vaste étendue d'eau sur plus de 45 hectares s'est littéralement asséchée, laissant place à un sol aride. Des trous un peu partout, des briques en terre, une partie transformée en carrière pour l'exploitation du sable. C'est le spectacle désolant que l'on peut constater sur place. Les porcs à la recherche de fraîcheur dans la boue se partagent le peu de retenue d'eau avec les crocodiles, abandonnés à leur propre sort. La mare est en danger et c'est peu de le dire. On ne sait pas si cette année-là, on ne va pas essayer d'envoyer encore des citernes d'eau ici. Voilà. Il arrive qu'on vous envoie? Oui, ça arrive qu'on envoie des citernes d'eau. Si on commence à envoyer des citernes d'eau ici, en ce temps, c'est pas bien. Pour éviter d'en arriver à cette situation, 3 boulis, des sortes de digues pour retenir l'eau, ont été réalisés, l'un par les engagements nationaux et les 2 autres par le ministère de l'Environnement, nous confie notre guide touristique. Si ces techniques peuvent se révéler une solution palliative pour sauver la vie des crocodiles, le véritable problème demeure tout de même l'ensablement de la mare. Le véritable problème de la mare, c'est de faire curer carrément. Voilà, si on pouvait curer la mare, ça serait mieux. Voilà, comme ça, si c'est bien curé, et puis il y a beaucoup de l'eau, suffisamment de l'eau, la population aussi, ils vont en profiter. Même si tu fais un puits de 5 à quelques mètres, tu vas avoir de l'eau. La manne bleue se fait véritablement rare à Bazoulé. Après avoir contribué à vider la mare de son eau pour les cultures maraîchères, la population se rue désormais sur le seul forage fonctionnel censé alimenter les boulis. Il n'y a pas d'eau, on souffre vraiment. Et si nous devons attendre la saison des pluies pour avoir l'eau, qu'est-ce que nos enfants vont manger? Nous voyons bien qu'il n'y a pas assez d'eau dans la mare, mais on n'a pas le choix. Nous comprenons qu'ils nous interdisent d'enlever, mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas non plus de notre faute. Nous demandons de l'aide.
Au-delà donc des crocodiles, c'est dire que Bazoulé a soif. Mais il faut également relever le comportement peu orthodoxe, sinon l'entêtement de certaines personnes a complètement détruit ce qui reste de la mare. Si les guides ont réussi à convaincre les ramasseurs de sable à abandonner leur projet, il faut bien plus que la parole pour dissuader ce jeune confectionneur de briques. Je fabrique des briques pour construire ma maison, donc on est obligé d'enlever l'eau. Mais quand ils viennent m'interpeller, j'arrête. Je ne force pas. Alors que les guides comptent sur les autorités coutumières pour durcir le ton et empêcher les populations d'aggraver la situation de la mare, ces dernières appellent l'État à la rescousse. C'est difficile de raisonner les populations. La seule chose à faire maintenant, c'est de sanctionner. Les gens n'écoutent plus, chacun fait ce qu'il veut. Il faut maintenant que l'État nous aide. Il faut des sanctions pour discipliner les gens parce que les gens se disent qu'ils sont en démocratie, donc libres de faire ce qu'ils veulent. L'importance de ces crocodiles sacrés pour le village n'est plus à démontrer selon le chef de Bazoulé. Une fête de reconnaissance est même organisée chaque année pour les crocodiles qui sont devenus le totem du village. Avec la situation actuelle de la mare, le tourisme a véritablement pris un coup dur selon Raphaël Kaboré. Et le Covid-19 est venu empirer les choses. En temps de Covid, on nous a fait une année pleine sans avoir des touristes. Mais actuellement, les nationaux commencent à venir un à un, mais pas du tout. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est week-end, mais il n'y a personne qui est là pour le moment. On a à peine de midi comme ça, mais il n'y a personne. Pourtant, l'on pouvait enregistrer au moins 10 000 visiteurs par jour, nous confie-t-il. Des visites qui étaient source d'alimentation pour les crocodiles, notamment les poulets que les visiteurs apportaient. Le nombre de crocodiles aujourd'hui est estimé à plus de 200 dans les boulis, des espèces sacrées et dites inoffensives. Voilà, ils sont inoffensifs, c'est notre totem. Mais c'est que nous, en tant que guides qui sont dans la mare, qui travaillent au niveau de la mare ici, on sait à tel crocodile qu'on peut toucher, à tel crocodile qu'il ne faut pas toucher. Par exemple, quand il y a des femelles qui sont des petits, à cause de leurs petits, elles sont agressives. Voilà, mais à part ça, les mâles qui sont habitués, qu'on les touche, par exemple, celui-là c'est le plus vieux. Tout à l'heure, si vous voulez monter, vous pouvez monter voir. En attendant cette expérience, ces crocodiles sacrés se retrouvent désormais piégés entre la vie et la mort. Une mort certaine, programmée par l'action des populations même de Bazoulé, mais aussi par l'inaction, sinon le silence coupable des départements et ministères concernés. Il faut donc agir et vite pour sauver ce qui peut encore l'être, avant que Bazoulé ne perde sa renommée et que ce site ne devienne qu'une anecdote à raconter. Un beau reportage signé donc Maxime Jean-Eudes de Bambara qui nous mettra tout à l'heure de plein pied dans la partie économie de ce JDS. Et Monsieur Économie, avec moi, David Nana, bonsoir. Bonsoir Geoffroy Va. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir toujours partagé et encore toutes mes félicitations pour le travail que vous abattez chaque dimanche soir, vous et votre équipe. C'est toujours un délice de suivre le journal du dimanche soir à la maison. Ça faisait un moment que je ne venais pas et ça fait plaisir de revenir encore. Évidemment, une grosse équipe derrière, la technique, on salue tout ça au passage et tout. Et ceci dit, il y a ce reportage qu'on regardait déjà tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Ça concerne aussi, quoi qu'on dise, quelque peu la partie économie que nous abordons, parce que quoi qu'on dise, derrière le caractère sacré, il y a un touriste, et quand on parle de tourisme, il y a forcément aussi un petit gain qui se fait. On paye par espèce sonnante et trébuchante l'opportunité de pouvoir regarder et prendre des photos. Donc c'est un genre de poumon aussi, quoi qu'on dise, et ça allège les souffrances de ces populations-là. On le disait, avec des gens qui viennent même avec de quoi nourrir des crocodiles et tout. Maintenant, tout est en train d'être perdu parce qu'on compte trop sur Dame Nature. Une petite réaction. Oui, c'est vrai qu'on suit ces reportages avec un pincement au cœur. C'est d'ailleurs le lieu de saluer encore le travail de ces reporters qui n'a fait qu'alerter. Et c'est dommage, mais c'est le constat de la plupart de nos barrages au Burkina Faso. Et pour le cas particulier de Bazoulé, vous savez, comme le reportage l'a si bien dit, c'est un site touristique en même temps, au-delà des activités de maraîchiculture. Un site touristique, comme le guide l'a dit, qui pouvait mobiliser 10 000 personnes par jour. Aujourd'hui, on n'a pas de
personnes, donc c'est des revenus substantiels qui s'envolent. Bon, c'est dommage, et comme le reportage fait bien de le dire, il y a l'action de l'homme aussi, il y a aussi Dame Nature avec les changements climatiques, l'inactivité ou l'inaction des autorités, donc c'est tout un cocktail de Molotov qui s'y retrouve et qui est favorable à ce que l'ensablement puisse prendre le dessus, et ça c'est vraiment dommage. On est dans la partie économie, on va laisser donc cette actualité-là qu'on a eue dans la partie société. Votre coup de cœur, il faut dire que c'est quand même la deuxième fois qu'on l'aborde, hein. C'est Léopold Savadogo, depuis le Tennessee aux États-Unis. Du nom de notre compatriote qui est installé dans cette partie des États-Unis et qui fait dans la brasserie, et avec une certaine particularité, vous l'avez dit, on l'a déjà reçu ici au journal du dimanche soir, et il fait de la bière à base de produits locaux burkinabés, notamment de céréales, et puis aussi de mil, etc. Mais pour cette fois-ci, on le rencontre à nouveau parce qu'il fait une grande première. Il sort une bière, cette fois-ci à base de sorgho, mais aussi de baobab. Et pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé, il va dénommer cette bière-là, la bière Tom 5. Et puis aussi à côté, l'homme remporte un prix aussi. Il fait partie, et un prix qui d'ailleurs reste dans l'histoire parce qu'il est le premier Africain à l'avoir reçu dans cette partie des États-Unis où la marque de cette partie-là, de ce pays-là, c'est justement la distillerie. Donc la bière, la liqueur, tout ce qui est boisson, tout ce qui est alcool, c'est vraiment la marque déposée de cet État-là. Et lui, il s'y trouve et il remporte ce grand prix-là. Et comme c'est votre coup de cœur, vous avez pris le contact et on pourra donc discuter avec lui. Je pense qu'on nous fait signe qu'il doit être maintenant présent. Bonsoir Léopold. Bonsoir David, bonsoir Geoffroy. Très heureux encore de vous retrouver sur ce plateau et très content encore de répondre à toutes vos questions. Évidemment. On sait que le 13 octobre 2018, sa brasserie Montclair ouvrait ses portes. Ça fait maintenant aujourd'hui 3 ans. Comment justement se porte cette brasserie-là et puis quel est le bilan que vous pouvez faire de votre aventure? Ouais, je dois dire que le temps a vite passé. Depuis 2018, on ne se rend pas compte. Hein. Il faut voir qu'entre-temps, il y a eu cette pandémie-là qui sévit toujours. Je dois être honnête, la pandémie a quadruplé notre business. Okay. Ça a multiplié le business par 4. Donc, on était débordés. Hein. On ne savait pas quoi faire. On a créé un système qui nous a permis de livrer la boisson directement chez les gens. Et donc, c'est ce qui a quand même augmenté la production de notre brasserie. Donc, je dois dire qu'elle est très, très, très positive. Si je dois tirer un bilan, en tout cas c'est positif et ça continue, et aussi dû à la presse qu'on reçoit sur tous les bords, c'est-à-dire télé, presse écrite ou alors radio. On a reçu beaucoup de presse. C'est ce qui a créé en tout cas cet enthousiasme là autour de notre brasserie, parce que c'est quelque chose que les gens n'ont jamais goûté, c'est différent, et voilà, la différence a fait la différence, pour être honnête. Voilà, pour répondre à votre question. D'accord, Léopold, qu'on a depuis le Tennessee aux États-Unis, c'est notre invité à nous deux. Ouais, on voit qu'il s'adapte à la situation coronavirus, c'est bien de l'apprendre également qu'il s'y est adapté. Alors, Léopold, votre particularité, c'est la bière faite à base de produits locaux burkinabés, et cette fois-ci, vous allez un peu plus loin. Cette fois-ci, c'est une bière que vous proposez à base de sorgho, mais aussi de baobab, et vous dénommez cette bière Tom 5. Alors, d'où part cette idée, et pourquoi le nom Tom 5? Mais justement, comme vous le dites, notre brasserie est différente des autres parce que nous brassons avec beaucoup d'ingrédients africains. Alors, nous avons voulu être nous-mêmes. Parce que quand on n'est pas nous-mêmes, on est quelqu'un d'autre. Voilà, pour être beaucoup plus court là-dessus. C'est vrai. Et la raison pourquoi on a choisi de lancer une bière Tom 5, est toute simple. Hein. Aux États-Unis, au mois de février, on célèbre l'histoire des peuples noirs. Alors, l'histoire des peuples noirs qui est d'ailleurs celle de l'histoire de l'humanité. Vous savez que toute l'humanité vient de l'Afrique. Et donc, nous, on a choisi, chaque année, on choisit toujours quelqu'un qui a pratiquement inspiré
d'autres personnes. Très souvent, c'est une personne locale, une personne de notre ville ici, qui est Montclair. On choisit cette personne-là qui a inspiré le reste de la population, le reste des gens. Alors cette année, on a décidé de faire une bière pour dédier ça à Thomas Sankara, parce que nous, affectueusement au quartier, on l'appelait Tom 5. Et donc, comme c'est Thomas Sankara nous a tous appris, a appris à toute l'Afrique, il a inspiré tout le monde entier, et aussi à l'Afrique, il nous a dit, écoutez, consommez ce que vous fabriquez et fabriquez ce que vous consommez. Donc, Thomas Sankara entre dans la droite ligne de ce que nous avons décidé de faire ici à la brasserie de Montclair. Produire africain et consommer africain. Mais nous, on veut prendre ça un peu plus loin pour éduquer le peuple américain et éduquer toute personne qui a envie de comprendre comment est-ce que la bière est venue dans ce monde-là. Vous savez que la bière a été inventée en Afrique, et donc c'est avec juste raison que nous relancions ça, que nous utilisons des produits africains pour montrer à tout le monde d'où est-ce que ça vient. Et donc voilà pourquoi nous avons fait cette bière avec du sorgho rouge et puis du baobab. Le sorgho rouge est utilisé par toutes nos mamans en Afrique pour faire de la bière. Le dolo, si vous voulez. Donc voilà pourquoi on a utilisé ça. Et pour rendre un peu, pour ouvrir aussi les yeux des gens, on a ajouté du baobab à cette bière-là. Voilà. Parce que ça rentre dans une ligne droite de l'objectif de Thomas Sankara, qui est le Che Guevara africain, que tout le monde entier admire, que tout le monde entier respecte. Et donc j'ai choisi de faire ça parce que personnellement, nous on a connu Thomas Sankara et on l'appelait Tom 5 affectueusement. Mais justement, c'est vrai que la dernière fois, Léopold, lorsqu'on discutait avec nous, était revenu sur la question de l'acquisition de ces biens. C'est vrai que, bon, Léopold, dites-nous, parce que vous avez parlé des intrants, vous avez tout à l'heure cité ces intrants-là, mais quand on regarde, est-ce que ce sont des intrants qui sont régulièrement disponibles, surtout aux États-Unis, et puis on connaît la maladie à coronavirus, donc comment est-ce que, je pense qu'il est toujours là, comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir ces produits-là, pour continuer? Vous savez, pour les ingrédients, bon, je ramène souvent les ingrédients quand je voyage, quand je suis au pays, et je suis assez fréquent d'ailleurs au pays. Et donc c'est là que je ramène quelques-uns des ingrédients que j'utilise dans la brasserie. Et quand il s'agit du baobab et autres produits qu'on utilise, on peut le trouver un peu partout. Hein. Le baobab, on peut le trouver au Sénégal, on le trouve aussi au Burkina. Et c'est très facile à importer. J'importe assez souvent tous ces ingrédients-là afin de pouvoir utiliser ici. Voilà. Et donc, il y a une bière qu'on a fait l'année dernière. C'était une bière justement pour rappeler à tout le monde d'où est-ce que l'humanité vient. Ça s'appelle Black is Beautiful. C'est une bière noire, c'est beau. Et cette bière-là a fait le tour des États-Unis. Près de 1000 brasseries ont participé à produire cette bière. Nous, on la produit toujours parce que nous pensons toujours que Black is beautiful. Voilà. D'accord, allez-y. D'accord. Léopold, si vous êtes toujours là, hein, la question que moi j'aimerais bien savoir, l'Américain on le connaît dans sa psychologie, hein, toujours consommer local. Est-ce que ce marché américain-là, il est favorable à de tels produits? Est-ce que la demande est là? Bon, je dois dire... demander à savoir si le marché américain est favorable à ça. Je crois que les Américains sont assez curieux quand même, hein, surtout les Américains de ma ville ici. Et nous sommes la seule brasserie ici, dans cette ville-là, particulière de New Jersey. Mais il faut compter plusieurs brasseries dans l'État de New Jersey. Chaque ville a ses préférences. Les gens voyagent d'un peu partout pour venir ici parce que c'est tout nouveau, c'est tout autre chose. C'est africain et les gens veulent découvrir. Je dois aussi parler du tourisme de la bière. Les gens voyagent des centaines de kilomètres pour explorer les choses. Voilà comment est-ce que ça fonctionne ici aux États-Unis. Nous, on est unique parce qu'on utilise des produits africains, des produits burkinabés. Les gens veulent goûter et savoir et savoir à peu près à quoi ça ressemble. Et voilà pourquoi les gens voyagent d'un peu partout pour venir ici goûter à nos bières.
Mais justement, c'est quoi les critères pour compétitivité? C'est le prix, c'est la qualité, c'est quoi les critères? Bon, je dois vous dire qu'il n'y a pas de concurrence ici en matière de bière. Vous avez les gros producteurs comme Budweiser, vous avez aussi d'autres gros producteurs qui sont un peu partout dans le pays et qui exportent leur bière un peu partout. En matière de bière, aux États-Unis ici, il n'y a réellement pas de concurrence parce que le marché est là ouvert à tout le monde. Tout le monde y gagne. Et donc, nous, nos prix sont beaucoup plus élevés que même les autres. Et ce qui pousse les gens à vouloir vraiment essayer parce que nous, nos produits sont importés de l'Afrique. Donc, le coût revient assez cher. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une certaine concurrence en matière de bière ici aux États-Unis. Il n'y en a pratiquement pas, je n'ai jamais vu. C'est une confrérie, nous on s'entraide entre nous. Il y a une brasserie qui n'est pas loin d'ici, c'est moi qui les ai aidés à ouvrir. Okay. Et depuis que nous on a ouvert en 2018, nous avons aidé d'autres personnes à ouvrir à peu près 4 brasseries. Et donc vous voyez que la concurrence est pratiquement inexistante ici. Nous, il y a une autre mentalité ici qui fait que on s'entraide entre nous. Voilà. Donc il n'y a pratiquement pas de concurrence. Ça, je vous le dis tout de suite. D'accord. Alors, Monsieur Va, c'est une bière qui est fabriquée par un Burkinabé, normalement pour les Burkinabés, mais là c'est pour les Américains. Est-ce que les Burkinabés auront la chance un jour de retrouver cette bière-là sur leur marché? Bon, si les Burkinabés auront la chance de retrouver cette bière, bon, j'avais toujours dit que pour l'instant je vis ici. Et donc j'aimerais bien ouvrir un business que là où je vis. Au Burkina, c'est une autre façon de voir les choses. On a pris une certaine habitude avec les bières qu'on est né trouver. Et d'ailleurs qui ne nous appartiennent pas. Alors il faut qu'on se réveille de ce côté-là. Donc c'est pas exclu qu'un jour on puisse faire de la bière au Burkina. Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien faire changer le cours de ces genres de trucs-là au Burkina. J'aimerais bien le faire. Maintenant, ça dépendra de quelles sont les difficultés que je vais peut-être affronter. Mais je vous garantis tout de suite que c'est possible. Je ne vous le dis pas maintenant, mais je sais qu'un jour, en tout cas, on pourra peut-être avoir de la bière. La brasserie de Montclair pourra peut-être implanter une brasserie, peut-être au Burkina, on ne sait jamais. Dans tous les cas, moi j'attendais vraiment cette question-là. Mais je pense aussi qu'il faut le dire, Léopold, on le reçoit aussi parce qu'on veut marquer quelque chose. On sait que lorsqu'on parle du Tennessee, c'est des champions, quoi qu'on dise, dans la distillerie. Et puis, il y a que vous avez cette année eu le prestigieux prix du meilleur distilleur. Et puis bon, il faut dire que cette année... vous êtes le premier lauréat d'abord noir, le premier lauréat africain, donc ça c'est beaucoup de fierté. Moi la question que j'ai envie de poser c'est d'abord que vous nous parliez de ce prix et puis qu'est-ce que ça apporte? Il faut dire que c'est pas uniquement l'État du Tennessee, mais c'est la chaîne Discovery Channel qui a une compétition et ça se passe justement à Tennessee. Sur la distillation de l'alcool. La bière n'est pas uniquement, c'est pas uniquement la. Je sais pas comment. Je suis un peu mélangé quand il s'agit du français. La bière n'est pas uniquement le seul produit que je fabrique. Okay. Je fabrique aussi des whisky, des brandy, du bourbon, comme on appelle en Afrique. Donc voilà les choses que je fais. Et donc, Discovery m'a appelé pour venir participer à cette, au 2e et à la 3e édition de Master Distiller. Voilà comment on appelle ça. Et donc, j'ai participé et j'ai d'ailleurs utilisé notre baobab du pays pour faire un brandy avec. Et nous avons gagné. Et donc, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Burkina qui gagne. Et donc, j'ai été fait champion
Et donc c'est la première fois qu'un Africain et un Américain black gagnent ce truc-là, gagnent ce prix-là dans l'État de New Jersey. Je suis le premier. Et donc c'est une fierté, je suis rempli de fierté d'avoir gagné ça parmi beaucoup de distilleurs qui ont vraiment une expérience énorme en la matière. Donc ça a été vraiment une fierté pour moi. Et donc même de par ça, déjà ça a boosté notre clientèle. Plein de gens ont vu ça. C'est une émission qui est regardée par à peu près 50 millions de personnes. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on ne peut même pas garder la bière ici. Quand on fait de la bière et on la met en canette, tout de suite c'est parti. On peut faire 1 heure avec, ça va. Donc dernière question. Dernière question, bon, peut-être c'est revenir encore sur le prix. C'est vrai que c'est un prestige, mais au-delà du prestige, quel impact ce prix va avoir à proprement dit sur vos activités? Bon, ce prix décerné, quand il décerne ce prix-là, quand on te fait Master Distiller, la brasserie, justement, là où on a fait ce produit, va reproduire la même recette et mettre ça sur l'étendue du territoire des États-Unis. Et à peu près un certain pourcentage me revient. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, un certain pourcentage me revient. Voilà. Donc c'est ça, c'est le prestige. Il y a plein de gens déjà qui m'ont déjà appelé, qui veulent collectionner en tout cas cette bouteille. Et donc, j'attends que cette bouteille soit sur le marché pour me permettre d'en procurer quelques-uns quand même. Et peut-être ramener au Burkina, pourquoi pas. Donc, on ne sait jamais. D'accord, merci bien Léopold Savadogo, et on espère vous la voir. Ouais. En tout cas, merci de m'avoir reçu sur ce plateau pour expliquer. Encore une fois, voilà, la bière Thompson, c'est une bière qui a été faite avec du baobab, et aussi du sorgho rouge. Le sorgho rouge, j'ai ramené ça en décembre, j'étais au pays, donc j'ai ramené ça. Et comme on savait qu'en février, ça allait être l'histoire des peuples noirs, on a prévu de faire ça pour honorer Thomas Sankara. Et d'ailleurs, le procès actuellement se tient au Burkina et on suit ça de très près. On veut tout savoir sur l'assassinat de ce grand homme. C'est quand même toute l'Afrique qui a perdu une grosse personnalité. Voilà. Donc, voilà pourquoi on a choisi d'honorer Thomas Sankara. D'accord. Très engagé. On peut prendre pour discuter avec lui. Mais quand même, il y a beaucoup de leçons. Hein. Oui. Depuis la première fois, parce que ça fait quand même 3 ans que ça existe, à chaque fois, il tente d'innover. C'est vrai qu'en décembre, il était là. C'était un plaisir pour nous de discuter avec lui. Et il revient, il fait donc sa bière comme ça, qui peut en sent l'engagement aussi, qui a forcément derrière. Beaucoup de leçons. Hein. Comme on l'a dit, c'est un coup de cœur, c'est un compatriote. On commence un premier pas et puis on espère que les autres pas suivront pour que la bière soit disponible aussi au plan local, parce que c'est peut-être le petit hic dans cette innovation. Si on pouvait l'avoir aussi pour les Burkinabés, pourquoi pas, et créer des emplois à partir de cette bière-là aussi, ce serait encore intéressant. Merci bien, David Nana, d'être passé avec nous, partager ce coup de cœur. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. C'est moi qui suis honoré d'être sur votre plateau. D'accord. Bon, je vais continuer ce JDS avec un autre reportage à présent. Cela va concerner le monde étudiant. Des étudiants, faut-il le rappeler, ont manifesté le lundi 21 février dernier à la direction générale du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER en abrégé, pour protester contre le rejet de plus de 5000 dossiers de demande de l'aide et du prêt. Ils ont confié évidemment qu'ils en attendaient plus en termes d'amélioration, et en face, ce qui leur a été donné, c'est bien le défaut de moyens. Quel regard justement les premiers concernés, à savoir ce monde estudiantin, a-t-il sur ces aides et prêts? La question a été posée et le reportage a été le centre d'intérêt d'ailleurs de Sanata Siri. Coro F, comme l'appellent communément les étudiants, le Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER est un trésor dont la valeur est inestimable pour un étudiant des universités publiques au Burkina Faso. Il y a quelques jours, plusieurs centaines d'étudiants ont pris d'assaut les rues de la capitale pour réclamer ce qu'ils disent leur revenu des droits. Une marche que certaines personnes ont jugée inutile et inopportune. Mais pour les étudiants, c'est tout autre chose. Ce fonds, selon eux, ne les aide pas seulement sur le plan académique, mais constitue une source de subsistance. Il leur permet également de survivre au regard de leurs conditions de vie difficiles. Lorsque on prend la majorité, ceux-là qui arrivent sur le campus ici, les universités publiques,
sont ceux-là généralement qui sont issus de familles misérables. Pas, bon, excusez-moi du terme, de familles pauvres. Ça ne va pas. Il y a plein de nos camarades ici, lorsqu'ils prennent le fonds, souvent il y a d'autres de leurs parents qui les demandent à ce qu'ils ramènent un peu une somme au niveau de la famille pour que la famille puisse se gérer. Ce n'est pas facile pour l'étudiant ici à l'université. C'est lamentable, hein? La situation est vraiment difficile. En tant qu'étudiant ici au Burkina Faso, il y a assez de réalités ici qui vraiment ne facilitent pas vraiment les études. Nous voyons beaucoup d'étudiants qui souffrent ici. C'est très compliqué, il faut le dire ainsi, parce que les gens n'ont pas les mêmes chances, ou bien n'ont pas les mêmes, je dirais, capacités, ou bien les mêmes idéologies pour entreprendre et autres. Donc certains comptent beaucoup sur ça. Et aussi, il y a des situations familiales aussi qui sont là. Le FONER, c'est vraiment un point vital pour la formation. Voilà, surtout que nous venons des parents à situation sociale pas vraiment aisée. Le FONER, c'est vraiment ce qui nous maintenait vraiment dans les salles de classe. Parce que quand vous regardez un peu ces étudiants qui sont obligés de déserter les salles de classe à la recherche peut-être d'un pain pour assurer leur formation, il y a des étudiants qui ne reçoivent même pas de l'aide d'un parent. Voilà, c'est-à-dire quand le FONER tombe, ils gèrent ce FONER-là durant toute la... Pour beaucoup d'étudiants, leur privé du FONER, c'est les conduire à l'abattoir. Et certains sont prêts à se sacrifier afin de pouvoir bénéficier de cette allocation. Les étudiants connaissent très bien l'importance du FONER. Pourquoi il faut sortir pour réclamer le FONER? Je pense que c'est de notre devoir. C'est une aide qui nous est octroyée pour nos études. Voilà, le FONER, ce n'est pas juste pour dilapider, s'asseoir, non. Parce qu'il y a des recherches qui doivent être faites. Donc franchement, dire que le FONER ne représente pas, ce serait mentir. Ça représente beaucoup pour nous. Nous sommes dans un pays qui est beaucoup endeuillé ces dernières années. Et beaucoup d'étudiants sont orphelins. Beaucoup d'étudiants ont vu leurs biens matériels ainsi que celles de leur famille piétiner, aller en feu à cause bien sûr du terrorisme. Je pense que la priorité actuellement pour le gouvernement, c'est comment au contraire, comment canaliser ces étudiants-là. Mais aujourd'hui, quand on nous dit qu'il n'y aura pas de FONER, c'est inquiétant. Et quand aujourd'hui on dit que le FONER ne sera pas attribué à tel ou tel, c'est vraiment, c'est amener ce dernier à l'abattoir. Tant qu'il y aura un mot d'ordre sur la question du FONER, je serai vraiment à tout cœur et je ferai tout pour qu'on puisse vraiment m'entendre. Le FONER aussi a été une lutte acharnée de nos aînés. Voilà, ils ont lutté pour que non seulement on maintienne le FONER aussi, pour qu'on améliore un peu. Donc si actuellement on veut prendre des mesures pour empêcher certains étudiants d'avoir le FONER, je pense que c'est de notre devoir moral de sortir, dire non au cas où si on doit sortir. En tout cas, moi je suis prêt. L'autre réalité du FONER, c'est son arrimage au calendrier académique. Avec le chevauchement des années dans les universités publiques, beaucoup d'étudiants consomment la moitié du fonds qui leur revient de droit au cours de leur cursus, bien avant de commencer les cours. Moi, je suis de la promotion 2016 et jusqu'à présent, nous sommes encore sur le campus. Lorsque nous sommes rentrés en L1, en licence 1, nous avons fait 1 an en S1. D'abord, nous avons fait presque une année étant à la maison. On a compensé le cours. On a eu le bac en 2016. Normalement, on devait commencer le cours en octobre 2016. Mais nous avons commencé le cours pratiquement fin année scolaire 2017, c'est-à-dire en avril 2017. Plein de nos camarades avaient déjà pris la deuxième tranche, la première tranche, la deuxième tranche. Et nous, certains aussi ont eu à prendre la troisième tranche. Ça a été toujours au niveau du cursus normal. On doit vraiment penser notre système éducatif parce que c'est très archaïque. Un étudiant qui a peut-être eu le bac en 2017 et qui se voit commencer les cours peut-être en 2018, vous voyez, il y a 1 an qu'il a perdu. Et s'il avait un temps pris sur son FONER, c'est normal que quand il va commencer les cours, le FONER ne puisse pas être là. Donc c'est en fait de penser même, de réformer le système dans tout son ensemble. Cette année, plus de 5000 étudiants ont vu leur dossier rejeté par la direction générale du FONER. Un rejet qui est dû non seulement aux ressources limitées du dit fonds, mais aussi aux dossiers qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité, selon la directrice générale du FONER. Des raisons qui ne semblent pas convaincre les étudiants qui entendent poursuivre leur lutte dans les jours à venir. Le FONER est constitué d'une aide qui s'élève à 175 000 francs CFA et d'un prêt d'une valeur de 225 000 francs CFA par an. Les conditions d'octroi ont également connu un durcissement ces dernières années. L'âge est passé de 25 ans à 23 ans et la moyenne de 5 à 8.
Après ce reportage, nous allons passer à une autre rubrique, c'est la partie sport de ce JDS. Sport, on va s'intéresser à la Ligue 1 Lonabé. Il faut dire qu'il y a eu un Sonabel Salitas, 1-0 score final. Et on va donc voir ce match-là, échanger. Et je m'en vais déjà vous présenter l'un des visages que je reçois, Claude Romba. Bonsoir, journaliste sportif. Bonsoir Geoffroy Vara. Je crois que tous les dimanches, on est très heureux d'être sur ton plateau pour échanger sport. Et puis bon, vous l'avez dit, hein, on n'est pas seul. Évidemment, avec un monument du football féminin. Du football féminin, parce qu'on va parler du football féminin. On est avec Marguerite Karama. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on rappelle que vous êtes présidente fondatrice des Princesses. Oui. Voilà. Mais avant de parler sport féminin, j'ai dit qu'il y a eu quand même, voilà, football féminin, pour être plus précis. On va parler de AS Sonabel Salitas, 1-0 c'était le score final. Il faut rappeler que c'était la 16e journée, phase retour de la Ligue 1 Lonabé. On suit ce bref résumé et on revient sur le plateau. C'était l'un des matchs les plus attendus ce week-end à l'occasion de la 16e journée des phases retour de la Ligue 1 Lonabé. Battu par les 8e du championnat national Salitas à l'aller, l'AS Sonabel, 11e au classement, devait retourner la situation au retour. Et il a fallu une trentaine de secondes après le coup d'envoi pour que les électriciens ouvrent le score sur cette erreur défensive du club Salimata Itaséré. But marqué par le numéro 7, Hippolyte Taillé. Salitas va tenter de revenir au score, d'abord par ce coup de pied arrêté, puis c'est raté même si le joueur était en position avancée. La pause intervient sur cette petite marque, 1-0. À la reprise, les Oranges vont continuer à se créer des occasions, mais le dernier rempart et la solide défense de l'AS Sonabel vont les contraindre à l'échec. Score final, 1-0 pour les électriciens qui n'en demandaient pas plus. Oui, effectivement, et nous avons en tout cas su marquer très vite et surtout nous avons su bien défendre jusqu'à 90 minutes parce que cette équipe de Salitas regorge de joueurs très bons, très talentueux qui sont capables de marquer dans un match, mais nous avons réussi l'espoir de les empêcher. C'est surtout ça, je crois que aujourd'hui les joueurs sont très bien comportés dans le compartiment défensif, c'est-à-dire tout le bloc défensif, coulisser, presser, défendre en avançant, ça a été vraiment très bien fait pour empêcher Salitas de s'approcher de nos buts. Je crois que si on joue comme ça, bon, alors si on arrive à marquer, c'est toujours bon. Pour le coach de Salitas, Suleiman Ki, son équipe a des difficultés de construction et de finition qu'il faut vite y remédier. Vraiment, ça a été ainsi, mais je pense qu'après les buts concédés, on devait garder aussi la patience. C'est-à-dire, si vous avez remarqué après les buts, les joueurs n'étaient pas du tout patients, ils ont beaucoup balancé, alors que ce n'est pas notre style de jeu. C'est en deuxième période vers la fin qu'ils ont essayé de poser les ballons et on s'est procuré beaucoup d'occasions sans pouvoir les concrétiser. Il fallait gagner ce soir-là pour rebondir. Malheureusement, on vient de perdre. Mais je pense que notre problème, c'est toujours dans les zones de construction et finition. Il faut que nous travaillions dans ces secteurs-là vraiment pour pouvoir gagner des matchs. C'est pas simple, mais moi je pense qu'il faut continuer à bien travailler pour pouvoir vraiment marquer des buts. À noter que d'autres rencontres étaient également au rendez-vous à cette 16e journée. En tête du classement, l'étoile filante de Ouagadougou en déplacement à Bobo a fait match nul contre Kiko FC. USFA et l'AS Police se sont séparés en bons amis, un but partout. L'ASFA Yenenga a eu raison du RCK 1-0, pendant que le Royal FC et la SEC de Koudrou se quittent sur le score d'un but partout. Majestic FC s'est fait dominer par le dernier au classement ASK 3-0. Le derby bobolais a été remporté par l'ASFB 1-0 et l'AS Douane assure les 3 points devant Vitesse FC 1-0. Je reviens vers Claude Romba. Bref résumé qui nous a été fait par Hyacinthe Savadogo. Et rappeler que c'est une revanche, quoi qu'on dise, pour les électriciens qui, au même score, avaient été pris comme ça à l'aller. Oui, c'est une revanche, mais il faut peut-être retenir ici que rien ne va plus pour le Colombe de Ouaga 2000 Salitas, malgré les changements, malgré tout ce qu'il y a comme un ressort qui est cassé quelque part, ou en tout cas, cette équipe-là, je me dis qu'au-delà même du manque de leader, je pense qu'il y a vraiment
l'âme, on ne sent plus une équipe avec une âme. Je pense qu'il y a quelque chose véritablement qui... Parce qu'ils ont essayé beaucoup, hein, ils ont fait des changements, ils ont recruté, ils ont laissé... Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il faut que les joueurs se parlent sérieusement avec les dirigeants pour comprendre pourquoi il y a cette descente gravissime aux enfers. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui a quand même de grands joueurs. Ils ont des joueurs d'expérience. Et je pense qu'ils pourront donc... il faut qu'ils se ressaisissent très vite pour remonter la pente. Sinon, ça va être difficile. Maintenant, on a vu, c'est la reprise du championnat. Bon, il ne faut pas aussi s'attendre aussi à ce que tout soit aussi... Parce que bon, ça fait plus d'un mois qu'on ne joue pas. Donc la reprise est un peu difficile, d'où un peu ces résultats en dents de scie. C'est vrai que aussi, on n'a pas vu le début Bobolais, mais ça n'a pas accouché d'un très grand match, même si au final c'est la SFB qui a gagné. C'est paradoxal parce que la SFB est confrontée à beaucoup de difficultés. Tout le monde ne vendait pas cher la peau de la SFB. Et puis bon, c'est ça aussi le football. Hein. Et voilà, et la SFB qui réussit à gagner ce match-là. Et puis on a vu un Lasfa Enega qui ne veut pas laisser son poursuivant direct, surtout l'état final de Ouagadougou, prendre les distances. Et Lasfa qui revient grâce à une victoire 1-0. Mais je pense que ce championnat-là est encore loin de donner son verdict parce que malgré tout, c'est l'UFO qui est en tête avec 28 points, suivi de l'ASFA qui est deuxième avec 26 points. L'USFA également aussi à 26 points et le RCK est quatrième avec 25 points. C'est pour dire qu'on se tient à pas grand-chose au niveau donc de ce classement ce championnat qui, à mon avis, risque de nous réserver pas mal de surprises. Ligue Lonavé, mais on va passer nous à un autre sujet dans le sujet. On va parler sport. Football féminin cette fois, avec un grand nom de ce football féminin en la personne de Marguerite Karama qu'on reçoit. C'est un plaisir et c'est un honneur. Moi aussi, le plaisir est partagé. On a vu les résultats des récents. On ne la reçoit pas aussi pour rien. Voilà, c'est bien voilà, cela. C'est vraiment un moment historique pour le football burkinabé. Et quand on parle de football féminin, si vous n'associez pas Madame Karama, en tout cas, c'est comme si on fait un peu entorse à l'histoire du football féminin. Et là, on la reçoit ici en tant que monument donc, de ce football féminin. Là. Elle a contribué grandement à mettre en place l'équipe nationale. Bonsoir Mamie, comme on l'appelle désormais maintenant dans le milieu. Avant c'était présidente. Maintenant c'est Mamie. Je suis Mamie. Mais rappelez-nous le contexte, c'était quoi au début? Au début, c'était d'abord pour avoir une affiliation comme les garçons. Et vous savez qu'une affiliation donne droit au vote. Et quand on peut voter, on peut avoir beaucoup de soutien et beaucoup de supporters en ce moment. Voilà, vous voyez, donc nous sommes partis avec le colonel Nabéré, Honoré, voilà, qui nous a accepté l'affiliation. Ensuite, nous sommes partis. Ça, c'était quand? Dans les années 2000. Dans les années 2000. Voilà, ensuite il y a eu le président Diakité qui est arrivé et là lui m'a même coopté dans le bureau exécutif national pendant 8 ans pour faire la promotion du football féminin et ensuite nous sommes venus sur le terrain pour avoir les compétitions. Et nous avons d'abord commencé par les levées des rideaux. Mais on se rendait compte qu'on ne nous prenait pas au sérieux. Quand on jouait les levées des rideaux, les gens venaient pour voir d'autres choses, pas pour voir les filles jouer au ballon. Donc, mais nous avons eu une chance que Sa Majesté le Moro Naba a institué la Coupe du Moro Naba en football féminin. Ah, et voilà. Et vous savez que Moro Naba, c'est une personnalité quand même très importante pour notre pays. Et encore une autorité coutumière qui va lancer le football au féminin, vraiment c'était grandiose. Et à partir de là, nous avons arrêté les levées des rideaux. On ne joue plus de levées des rideaux, on veut les compétitions. Et nous avons accepté d'avoir quelques compétitions sans les moyens et tout. Mais nous avons voulu quand même qu'on puisse s'exprimer pour montrer qu'on pouvait jouer. À partir de là, nous avons commencé aussi à jouer, à organiser le tournoi. Mais bien avant le tournoi, on a eu des équipes nationales. On a eu une équipe nationale qui avait joué dans les années 80. Et ensuite, dans les années, je pense, 99-2000, il y a eu une équipe nationale qui a joué quand l'ASFA jouait UFOA ou quelque chose ici. On a eu un match amical avec la Côte d'Ivoire. On a perdu 4-1. Et ensuite, à la suite de cela, on a encore eu une équipe nationale qui a joué encore un match amical international contre Albion de l'Angleterre. West Brom Albion. Voilà, avec Nicky Rice au stade municipal où on a fait match nul contre l'Angleterre. En tout cas, il y avait des prémices
Il y avait des prémices, mais il n'y avait pas vraiment C'était pas bien organisé. C'était pas bien organisé pour que nous puissions avoir une compétition vraiment internationale pour rentrer dans le cadre des vrais éliminatoires. Mais déjà le tournoi des 5 nations. Le tournoi des 5 nations. Okay. Mais déjà, on va revenir vers 2000. Comment les garçons accueillent votre volonté d'être un peu vu comme les hommes, pris au sérieux comme les hommes, voir ce sport féminin, là, ce football féminin, pris aussi au sérieux comme celui des hommes? Comment c'était pris au départ? Je reviens sur le tournoi de Sa Majesté. Vous savez que le terrain de Sa Majesté est au bord de la route et le tournoi attirait beaucoup de gens. Et là, sur ce terrain, nous avons eu beaucoup de supporters. Pas des femmes, les hommes. Il faut savoir que les supporters burkinabés aiment le vrai football et les filles jouent au football vraiment avec tous les talents, des gestes techniques et tout qui n'ont rien à voir avec les hommes. Donc, c'est que les hommes font. Donc, ces hommes-là sont venus voir ce qui se passait sur le terrain et ils ont commencé à nous supporter. Nous avons eu des vrais supporters qui ne partaient même plus voir les matchs des hommes. Je peux vous raconter une histoire. Il y a eu un tournoi de 5 nations où la Ligue du Centre a organisé aussi une compétition le même jour sur le même terrain. Et nous, c'était au municipal. Nous, on est parti à Monori. Et ce jour, la Ligue, je pense que tout le monde était à Monori pour voir le football féminin. Et la Ligue, ils n'ont pas eu de spectateurs ce jour-là. Donc, en temps, on s'est vu pour dire, il ne faut plus recommencer cela. Quand il y a match féminin, on s'arrange à ce que ça ne soit pas le même jour. Parce que nous avons plus de... Et ce jour, on a fait une recette de plus d'1 million au René Monori, sans chaise, sans bâche, sans rien. Alors qu'au stade municipal, c'était vide. Parce que c'est comme ce que je vous ai dit, le public burkinabé aime le vrai jeu. Ils aiment voir les filles circuler la balle avec sincérité. Vous voyez, elles aiment ce qu'elles font. Ce n'est pas comme ce que... vraiment, c'est différent. C'est vraiment l'amour, quoi. C'est vraiment l'amour de la chose. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Non, les filles ne trichent pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais il y a la passion. Il y a la passion et ça fait que le Burkinabé aime cela. Le public burkinabé aime cela. Mais bon. Revenons à la qualification de la est-ce que vous aviez espéré que les étalons vont arriver à ce niveau-là? Vous avez vu, après le tournoi des 5 nations, essayer de mettre en place une équipe nationale, ça n'a pas été du tout facile. Oui. On était là, ça encore, c'est une histoire à raconter. Parce que je me suis dit qu'à un certain niveau, il fut un moment où on avait vraiment le niveau dans la sous-région. C'est nous qui regroupions les équipes de la sous-région pour organiser le tournoi des 5 nations, après qui est passé au Tifo. Et on avait les mêmes conditions. On avait le Togo, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, on a le Mali, on avait les mêmes conditions. On n'était pas encore arrivé à la CAN. Alors que la supériorité était menée par le Ghana, les anglophones, le Ghana et le Nigeria. Et je me suis dit qu'il faut qu'on renverse la tendance. Il faut que nous puissions, l'Afrique de l'Ouest francophone, ne pas laisser quand même la primeur de cette chose aux anglophones. Donc on s'est retrouvés chaque fois pour ce tournoi. Mais à un certain moment, j'ai dit bon, on va jouer avec les équipes nationales. Et vous savez que les équipes nationales, c'est pas un individu qui peut mettre une équipe nationale en place. Mais j'ai pris l'engagement d'inviter les équipes nationales et des pays ont accepté comme le Niger, le Mali. Ils sont venus en équipe nationale. Et moi, j'étais là, j'avais pas d'équipe nationale. C'était au temps du ministre Palme. Et j'ai dit bon, on va jouer. Les équipes nationales sont là. Moi aussi, je sors avec une équipe nationale à ma manière. Et on a joué notre premier match, on a gagné 7-0 contre le Niger. Et j'étais allé au ministère pour demander un maillot pour jouer. J'ai pas eu le maillot. Et je venais de rentrer de l'Italie avec mes joueuses. Et on nous avait offert un maillot de... Je ne sais pas quel club. Non, c'est Juventus ou quelque chose. C'était noir-rouge. C'était noir-rouge. C'est noir et rouge. J'ai dit, bon, on va utiliser ce maillot pour jouer. Et on a joué avec ça devant l'hymne national et tout. Aujourd'hui, quand je me rends compte, j'ai dit, waouh, j'ai été quand même... j'ai exagéré. Mais j'avais envie qu'on ait cette équipe nationale. Et on a gagné. Et la presse était derrière moi. Et on a publié, oui, l'équipe du Burkina était en maillot d'un club d'Italie, devant l'hymne national, et elles ont gagné le match et tout. Bon, voilà, tout le monde a commencé à forcer la main un peu au ministre. On a forcé la main au ministre pour pouvoir... Et le soir, nous avons reçu les maillots au niveau de l'INGEPS. Les maillots, j'avais forcé. Mais vous n'avez pas d'équipe nationale, comment vous la composez? Mon frère, il y avait des joueuses. La matière est là. La décision politique, là, elle viendra après. Elle manquait. C'était vraiment pour prouver qu'on peut.
On peut le faire, mais la volonté politique n'y était pas. Mais moi, bon, je ne sais pas, hein, aujourd'hui, quand je me rends compte de ce qui s'est passé, j'ai pris des risques. Mais ça s'est fait. On ne peut pas... et entre-temps, le Mali était déjà parti dans les compétitions et d'autres pays, la Côte d'Ivoire était intégrée dans les compétitions et nous, on était toujours à la traîne. Je me suis dit, mais c'est nous qui faisons la promotion des autres et sur le terrain, on n'a rien. Donc, je me dis, mais je prends des risques et j'ai pris les risques pour... Et quelle a été la suite juste après? Juste après, vraiment, bon, je pense que les choses ont commencé à aller et le championnat a commencé avec une bonne manière, avec des subventions bien organisées et tout le monde était d'accord avec nous qu'il faut faire quelque chose. Et en ce moment, on avait des joueuses talentueuses comme le Roberto Baggio, tout à fait. Oui, Kayatou, la capitaine, on avait notre libéraux, on avait tellement de joueuses en ce moment que... Et même la maman de Franck Alassina. Oui, c'est elle qui était la capitaine, Kayatou. Elle-même, elle venait avec son bébé. Elle vient avec son bébé et souvent je le mettais au dos pour qu'elle puisse jouer. Et j'ai connu Casillas à cause de ce petit Lassina. Parce que quand il aimait la Farota. Il aimait Farota, notre gardien de but. Et chaque fois, il était assis à côté de Farota. Quand Farota attrape une balle, tu entends Lassina qui crie Casillas. Donc je compris. Un jour, je vais demander à ça. Je dis, mais pourquoi ton enfant crie Casillas? C'est le gardien de but qu'il aime. Donc il avait surnommé Farota Casillas. Donc on a un peu forcé la main. Ça n'a pas été facile. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont supportés. Parce que beaucoup de gens nous ont supportés. Et beaucoup de personnes sont venues quand même nous appuyer. Surtout sa majesté était là. Et s'il ne venait pas au terrain, il désignait un ministre pour être là. Vraiment, c'était vraiment du forcing, mais on a été quand même accepté, on a été soutenu. Et voilà, aujourd'hui, ça porte fruit. Les étalons sont qualifiés pour la CAN. C'est vrai qu'il y a un autre débat aussi, hein, le nom. Qu'est-ce que vous en pensez, étalon? Oui, le nom étalon d'âme. Pourquoi pas jument? Non, c'est très péjoratif pour dire que nous sommes des juments. C'est vrai que c'est le féminin des étalons, mais ça ne sonne pas bien. Nous allons trouver quelque chose avec le ministère, toujours le ministère. Mais nous avons eu des grandes dames dans ce pays, comme Jimbi Ouattara, nous avons eu Nyedenga. Bon, même si Nyedenga est utilisé, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le nom de Jimbi. On peut aller jusqu'à Bobo chercher Jimbi. Donc les Jimbi du Burkina, par exemple. Oui, c'est une grande dame qui a marqué l'histoire de notre pays. Ce serait une occasion pour nous aussi de vendre notre histoire. Pourquoi ne pas aller chercher Nyedenga et mélanger avec Jimbi? Il y a d'autres femmes aussi qui sont dans l'histoire qu'on peut utiliser des noms comme ça pour donner à l'équipe nationale. Mais c'est une décision politique, une décision de l'État. Moi, je ne fais que donner mes idées. Mais si c'est bien, on peut regrouper un certain nombre de personnes qui ont des idées, qui peuvent donner des idées, donner un nom. Bon, si les gens ne veulent pas étalon, sinon nous, étalon d'âme, mais ça nous gêne pas. Mais pourquoi nous disent pas que les juments quand même, c'est pas... Non, c'est péjoratif. Je sais pas. Allez-y, oui, on est plutôt à l'écran d'ailleurs. D'accord, donc peut-être que je vais forcer un peu. Vous, aujourd'hui, on vous a vu, hein, vous avez beaucoup participé, vous avez dit vous avez participé à une équipe fédérale et tout. Mais là, aujourd'hui, quand on regarde l'actualité de la Fédération burkinabé de football, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes un peu à l'extérieur, vous regardez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces acteurs du football burkinabé là? Oui, quand il y a problème, c'est qu'il y a manque d'amour. Dieu est amour. Si nous avons l'amour dans notre cœur, moi je pense qu'on peut pardonner, on peut aimer. Et je vous dis une chose, c'est dans l'amour, la cohésion, dans l'entente que Dieu agit et Dieu bénit. Tant qu'il n'y a pas l'amour, tant qu'il n'y a pas la paix, Dieu ne bénit pas dans le désordre. Mais pourtant on a des résultats. On est qualifié pour la demi-finale. Mais voilà le dernier match, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut gagner 3-0 et puis revenir nous battre comme ça? Ça donne des crises cardiaques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a manqué la baraka. Il nous a manqué la grâce. Et tant que la grâce est là, tu ne peux pas rater. Mais quelque chose s'est passé. Dieu peut décider de vous donner la victoire à la dernière minute. C'est la désunion qui... C'est la désunion. On ne va pas parler, on ne va pas trop parler. Vous savez, je connais. Mais je dis, le désordre n'arrange personne. On n'a qu'à se pardonner. D'accord. Merci bien Marguerite Karamba d'être passée sur ce plateau et d'avoir partagé ces moments avec nous. Et on espéra du bonheur et une bonne suite encore pour ces, bon, on ne dira pas jument, étalons d'âme. Les étalons d'âme. Voilà, on va dire ça. Surtout pas jument. Voilà, merci d'être passé. Merci on va aussi. trouver quelque chose, le ministère. Voilà, merci aussi à Kodomba. La dernière rubrique, c'est celle culture et c'est maintenant.
Et dans cette dernière rubrique, on va parler d'un film avec notamment l'acteur principal et on vous en partage la bande-annonce puisque le film, si vous restez donc fidèle à notre programme, celui de Tweet TV, vous pouvez le regarder à 22h. Voici la bande-annonce et on revient. J'ai le droit de faire ce que je veux. Ouais, vas-y, tu ramasses tes clics et tes claques et tu dégages. Je ne te plais pas? Ou bien tu es une autre pétasse avec qui tu couches? Tu connais la situation. Je suis le protocole de ton père. Mais j'ai le mauvais pressentiment. Non, Bernard, ne dis pas ça. On nous a signalé la disparition de la fille du ministre Kuala. Vous la connaissez? Ma fille n'est pas morte. J'ai besoin de ma fille, Wendy. Occupe-toi de cette affaire, s'il te plaît. Je vais le corriger. Après 3 mois, vous n'avez toujours pas retrouvé ma fille. Calmez-vous tout doucement. Merci. Bon, moi tout ça m'a donné envie de boire. Le fruit défendu, qui a eu du succès dans les salles de ciné, revient en première télé sur Tweet TV ce dimanche 27 février à 22h. Tweet TV, la télé interactive. – 22h, hein, rendez-vous pris, donc tout à l'heure. On est avec Franck Sommet, qui est l'acteur principal de Fruits défendus. Bonsoir. Bonsoir. On a vu le visage tout à l'heure et tout. Dites-moi, racontez-moi un peu l'histoire du film. Mais sans trop entrer dans les détails, hein, parce que ceux qui nous regardent, ils doivent regarder ça à 22h. D'accord. Alors, le Fruit défendu, il s'agit d'une jeune fille, une fille à papa. D'accord. Qui d'ailleurs est ministre, voilà, qui va tomber amoureuse donc de son protocole, donc du protocole de son père. C'est ça. Alors c'est un amour difficile. Le monsieur également, il est emballé par le charme de la jeune fille. Et à un moment donné, la relation, la fille va faire des avances à ce monsieur pour coucher avec ce monsieur, et vu son jeune âge, il va refuser. Et à force d'insister, il va finir par céder. Cette fille va perdre la vie au cours de l'acte, et donc mettant le jeune homme dans un dilemme. C'est cela. On va s'arrêter là. Okay. On a déjà mis assez de l'eau à la bouche des gens. Okay. Et ça, c'était d'ailleurs le principe de la question. D'accord. Et comment se fait d'ailleurs la rencontre pour que vous veniez sur ce projet-là? Alors, il faut dire que le réalisateur et moi, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Oui, Abdul Bagué. On s'est rencontrés à plusieurs reprises dans des castings, des projets de tournage, mais on n'avait pas vraiment collaboré. On a beaucoup plus échangé sur les réseaux sociaux Facebook. Et à un certain moment, je l'aidais à publier aussi ses affiches pour les films qu'il a eu à réaliser. Et j'étais pas à Ouaga. Après, je rentre pour des activités. Et donc, il se trouve qu'il était en train de projeter, je pense, le film C'est mon ex. Donc, suite à ça, on a échangé. Je suis allé voir le film, on a échangé. Et lui me faisait en même temps le casting pour un long métrage qu'on appelait Janju. Voilà. Et donc, après Janju, il a constaté que mon jeu lui plaisait bien. Et il m'avait un projet pour le Fruit défendu. D'accord. Il m'en a parlé après, et puis bon, voilà. Bagué, on salue au passage. Je pense qu'il est au Mali, non? Oui, il est au Mali, pour un festival. Voilà, un festival. Et justement, parlez-nous de ce tournage-là. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est sûr que quand on passe autant de temps pour ces mises en boîte-là, après, c'est des anecdotes à n'en pas finir. Oui. Ça n'a pas été du tout simple, mais quand même, ça s'est très bien passé. D'accord. Ça s'est fait dans une ambiance familiale. Pour la petite anecdote, il y a une partie du film où, lorsque la fille meurt dans ma chambre, je décide de l'enterrer parce que personne ne l'a vu venir chez moi. D'accord. Alors, la partie où je devais l'enterrer, ça s'est fait dans un petit village, un peu devant Komsilga. Ok. Alors on a creusé un trou et il fallait que je joue le jeu, en fait, la porter, la coucher dans le trou et ensuite faire comment dire,
faire semblant de mettre du sable, de la terre dessus. Et il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour, surtout les villageois qui assistaient là. Donc du coup, nous, on était pris de peur et tout. Est-ce que ça en Afrique, ça se fait pas, même ça, ça fait pas. On fait pas. Oui, d'ailleurs, quand on a fini de tourner, on nous a dit, écoutez, si vous finissez, vous mettez, vous enterrez, je pense, un poulet, voilà, vous enterrez un poulet à la place, ou alors vous mettez un œuf et vous mettez la terre. Donc, chose qu'on a faite. Voilà, là, c'est une des anecdotes. Aussi, il y a la scène assez osée. Voilà, la partie où j'entretiens des rapports sexuels avec la fille, c'est une simulation. Voilà, c'est pas la réalité, il faut que je précise. Okay, d'accord. Et puis justement, parce qu'on est en train de parler de notre cinéma burkinabé, quoi qu'on dise, quel regard justement, parce qu'on commence à avoir beaucoup plus de production et puis surtout des jeunes qui sont derrière ces projets. Tout à fait. Alors, c'est une évolution positive. D'accord. On est très content de voir que de plus en plus il y a des talents qui se révèlent, tant chez les acteurs que chez les réalisateurs. Il y a aussi de plus en plus des producteurs. On produit beaucoup actuellement, c'est bien, mais on est aussi conscient qu'il ne faut pas produire pour produire. C'est cela. Voilà, il faut faire aussi dans la qualité, et surtout pour ce qui concerne le Burkina. On a beaucoup à faire côté qualité, et donc on espère, moi en premier, en tout cas, donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre la qualité qu'il faut. Justement, dernier message que je vais vous permettre, Franck Sommet, vous regardez la caméra là, c'est là, et puis vous dites à ceux qui hésitent encore, pourquoi est-ce qu'ils doivent regarder à 22h notre film Fruit défendu. D'accord, alors, à 22h, vous devez suivre le Fruit défendu parce que c'est un film plein de rebondissements, plein de suspense, plein d'enseignements. Et beaucoup de bonnes choses. Vous allez apprécier. Pas déçu. Bon, moi, je suis convaincu. Merci bien, Franck Sommet, d'être passé sur ce plateau. Et c'est avec vous que je mets le point final aussi à ce JDS, journal du dimanche soir. Merci, vous qui nous avez suivis depuis le début. On prend ici maintenant congé de vous. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Et d'ici là, portons-nous bien.